Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque dimanche pour un invité particulier avec Midreshet Yehuda Manitou et je laisse la présidente Brigitte Ulmoblia nous présenter l'intervenant et le sujet de ce soir. Bonsoir. Dans le cadre du thème général de cette année qui est l'État juif, nous avons déjà commencé à montrer les véritables combats qui se déroulent, et quelquefois nous n'en avons pas même conscience, entre ceux qui sont partisans du caractère juif de l'État et ceux qui agissent avec toute leur énergie pour essayer de l'ébranler. Et dans cette bataille, l'archéologie tient une place extrêmement importante. Ce sont de véritables combats, c'est une véritable guerre qui se livre dans le domaine de l'archéologie. Et donc nous avons ce soir invité pour en parler le docteur Madeleine Mumkoglu, qui est chargée de recherche dans le département d'archéologie à l'Université hébraïque de Jérusalem et qui est en réalité spécialiste de deux périodes, la période du roi David et la période du roi Salomon. Elle a écrit des livres en collaboration avec le professeur Garfinkel et elle a participé sur le terrain à des fouilles archéologiques dans 3 sites extrêmement importants pour son sujet, à Keyafa, à La Riche et à Araï. Elle a aussi publié de nombreux articles sur ce domaine. Vous savez, ça n'est pas la totalité du docteur Mumkoglu. Avant, elle a fait beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines, mais notamment, elle a inventé le sirop sans boucol, si jamais vous en avez entendu parler, dans un autre domaine tout à fait. Mais je lui donne la parole. Madeleine. Bien, merci. Merci Brigitte. Merci de m'avoir invité à m'exprimer contre le minimalisme. Ce n'est pas évident parce que dès que j'ouvre la bouche sur ce sujet dans des cercles différents, on me fait taire. Vraiment, on me fait taire. Donc, je suis très heureuse de vouloir de faire part avec vous de mes idées là-dessus. Et j'espère que vous allez pouvoir les utiliser si on vous attaque. Voilà. Alors, nous pouvons peut-être commencer, Johan, s'il vous plaît. C'est bon, allez-y. Oui. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bonsoir à tous ceux qui participent à cette conférence. Alors, le roi David est-il une réalité historique? Pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence. Le roi David a existé, mais ça n'est pas pour le monde entier. Et nous allons montrer, avec les fouilles que nous avons faites à Kirbet Keyafa, comment démonter, désarçonner les minimalistes. En fait, c'est un cours d'archéologie, si vous voulez, mais c'est extrêmement important parce qu'il démontre pas à pas tous les arguments des minimalistes. En fait, le site de Kirbet Keyafa est une épine dans le ballon des théories des minimalistes. Donc, nous allons voir maintenant d'abord l'historique du mouvement minimaliste et puis quelles sont leurs stratégies en 3 phases, comment l'archéologie peut scientifiquement démonter ces stratégies et ensuite nous arriverons à quelques réflexions sur l'impact de ce mouvement. Alors pendant des milliers d'années, la Bible était considérée comme la représentation exacte de l'histoire et par exemple le professeur Albright c'est vraiment le père de l'archéologie en Israël et le professeur Benjamin Mazar ainsi que Yigal Yadin dont vous avez certainement entendu parler de ces professeurs qui ont vraiment commencé de façon intensive et qui font
si vous voulez, qui sont considérés comme maximalistes. Qu'est-ce que ça veut dire maximaliste? Eh bien, d'abord le contraire de minimaliste, mais on leur a reproché d'aller avec la Bible à la main faire des fouilles pour authentifier la Bible. Ce n'est pas tout à fait comme ça, comme nous allons le voir. Alors, arrive l'école de Copenhague, ou l'invention du récit biblique. Et cette école de Copenhague s'est propagée en Angleterre, à Sheffield, et puis ça continue de se propager, c'est arrivé à Tel Aviv, bien sûr, en France, à l'école au Collège de France, en Israël, à Tel Aviv, et même, je crois, à Jérusalem. Mais voilà, alors ces personnages que vous voyez là, Keith Whitelam, Philip Davis, Peter Lemke et Thomas Thompson, ce sont vraiment les pionniers de ce mouvement. Et enfin, je ne veux pas anticiper, je ne veux pas exagérer non plus, mais ils ne sont pas très prosémites, disons, pour dire le moins. Et ils ont publié énormément de livres. Ils écrivent, vraiment, ils sont très prolifiques. Ils écrivent des livres sans fin et ils se citent les uns les autres. Alors, vous voyez, l'Historicity of the Patriarchal Narrative, The Quest for Historical Abraham, Ancient Israel. Ensuite, vous avez est-ce qu'une histoire d'Israël peut être écrite? Enfin, tout est bon. In Search of Ancient Israel, évidemment, Ancient Israel n'a pas vraiment existé. Ensuite, alors là, c'est vraiment le bouquet. The Invention of Ancient Israel et The Silencing of Palestinian History. Alors, non seulement nous avons inventé l'Israël ancien, mais en plus, on veut gommer l'histoire des Palestiniens. Voilà, c'est en gros, c'est alors. Et alors, ils se citent les uns les autres, sans fin. Et voilà. Alors, l'idée de base, est-ce que la Bible est un récit historique, comme nous l'avons vu? Eh bien, on a tout l'éventail des croyances entre 0% et 100%. Alors, nous allons essayer de démêler le vrai du faux. Et je dois dire que, voilà, nous allons parler de la stratégie des minimalistes en 3 phases. Le paradigme mythologique dans les années 80, c'est pas très vieux, c'est vraiment il y a 40 ans en fait. Ensuite, en 96, le paradigme de la chronologie basse, et en 2008, le paradigme ethnographique, quel peuple habitait à Kirbet Kayafa? Les Philistins, les Judéens, les Cananéens, le royaume de Shaoul, les Israélites. Enfin, nous allons éplucher, nous allons nous adresser à chacun de ces mythes et nous allons essayer de les démonter. Alors, le paradigme mythologique, voilà, la Bible a été écrite au IVe siècle avant notre ère, bien sûr, 700 ans avant la période de David et Salomon. Alors, ça ne peut être que des mythes, puisque beaucoup d'années se sont passées, et donc on a vraiment inventé David et Salomon. Le royaume unifié n'a jamais existé. Le royaume d'Israël a été établi en premier au IXe siècle, donc 100 ans plus tard, et le royaume de Judée en second, à la fin du 8e siècle, 300 ans plus tard. Et donc, comme vous allez le voir, les minimalistes gomment à peu près entre 100 et 200 ans de notre histoire. Vous le voyez ici, d'après la tradition biblique, il y avait le royaume unifié, c'est-à-dire sous David, Salomon et leur fils et son fils Jéroboam. Et Jéroboam a un petit peu exagéré avec les impôts, donc il y a eu une révolte et une scission entre la Judée et Israël. Ça, c'est la tradition biblique. Alors les minimalistes, vous voyez ici, c'est un vide, il n'y a pas de Judée. Et tout commence en 900
avec Israël, le royaume d'Israël, qui sera détruit par les Assyriens en 720. Et alors, les réfugiés d'Israël vont arriver en Judée et créer pratiquement le royaume de Judée, puisqu'il n'existait pas auparavant. Alors que, d'après le professeur Garfinkel, d'après les fouilles de Khirbet Kayafa et Khirbet Araï que nous allons voir, eh bien, la Judée a existé pendant toute cette époque. On ne peut pas parler vraiment on n'a pas pu démontrer qu'il y a eu un royaume unifié, mais bon, peut-être un jour. Mais en tout cas, la Judée a existé et nous allons le voir. Bien, donc, vous voyez, donc on commence par le roi David, The Biblical Saga of King David. Alors vous voyez, sa couronne, la couronne du roi David est faite de gouttelettes d'eau ou de glace qui va fondre au premier réchauffement de la planète. Et donc, pour eux, au départ, ils pensaient que le roi David était un mythe total, jusqu'en 1993, où à Tel Dan, le professeur Avram Biran, qui a fait les fouilles là-bas, a trouvé une stèle araméenne où le roi araméen, probablement Chazaël, se vante d'avoir tué 70 rois, dont un du royaume d'Israël et un de Beth David. Beth David, je crois que ça se trouve ici, ou ici, je ne sais plus. Et Beth David, ça veut dire qu'il y avait une dynastie de David, une dynastie créée par David. Donc, alors déjà, au départ, les minimalistes ont attaqué en disant que c'était un faux. Mais quand Avram Biran a trouvé encore ce morceau-là et un autre morceau, il ne pouvait plus l'affirmer. Alors, ok, ils ont accepté qu'il y ait eu une descendance d'une dynastie de David. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire? David reste quand même un petit chef de tribu, et je cite, qui court avec ses compagnons sur les collines en crachant et en jurant. Voilà, ça c'est la définition de David. Un petit peu court, à mon avis, mais enfin, nous allons le voir. Alors maintenant, nous passons au paradigme de la chronologie basse, puisque le royaume de Juda n'a pas existé, ou a existé seulement à partir de 720, après la destruction de du royaume d'Israël. Et la transition de la période des juges, si vous voulez, après la conquête d'Israël, nous avons la période des juges avant la période de la royauté. Et donc, ça se fait non pas en 1000, comme nous le pensons, mais en 900. Donc, le royaume de David, pour nous, commence en 1000 et pas en 900. Donc, vous voyez, on raccourcit l'existence du royaume de David. Enfin, voilà, c'est comme ça. David et Salomon sont donc des chefs de tribu dans un petit village où il est difficile d'accéder, dans les collines à Jérusalem, avec très peu d'habitants, sans aucune force, sans royaume, sans ville fortifiée, sans autorité administrative et sans écrit. Et nous allons répondre à cela point par point en vous expliquant ce que nous avons trouvé avec Khirbet Kayafa. Alors, professeur Garfinkel a commencé les fouilles en 2007 jusqu'en 2013. Et nous avons vu là le passage d'une société agraire à un royaume. Alors, le Khirbet Kayafa se trouve à la jonction entre le pays des Philistins, Gath, et la Judée. D'ailleurs, actuellement, ça s'appelle Tzomet Haela. Ela Junction, dans la vallée de Ela. Et c'est donc dans la colline que cette ville fortifiée a été construite au temps de David, comme nous allons le voir. Et elle a, voilà le plan. Il y a 2 portes d'entrée. D'ailleurs, nous pensons que le vrai nom de Khirbet Kayafa est Sha'araim. Vous voyez, comme Raglaim, ça montre une paire d'eux. Et donc là, il y a deux entrées dans la ville, et nous pensons que c'est Sha'araim, qui est cité dans la Bible à l'époque de David et Shaoul. Alors donc, il y a 2 portes avec 2 piazzas ici, un bâtiment public et probablement une espèce de maison du gouverneur ou de palace,
de palais et un bâtiment aussi administratif au nord, qui est probablement un endroit de stockage. Et tout autour, vous remarquez une muraille double que nous appelons casemate. Et c'est une ceinture de maisons qui sont adjacentes. Et nous allons voir que ces casemates sont totalement typiques de la Judée. Alors voilà la première porte. Vous remarquez cette pierre énorme qui pèse quelques tonnes à l'entrée. Alors donc là, c'est une porte à quatre chambres. Et vous avez la même chose dans la porte du sud. Alors regardez le paysage Kayafa surplombe la vallée de Héla. Ici, vous avez Socho. Et si vous allez dans ce sens, vous avez Azeka. Et dans le texte biblique, quand nous parlons de la bataille de Shaoul, de l'armée de Shaoul contre les Philistins, eh bien, on montre que les Philistins sont d'un côté de la vallée et l'armée de Shaoul de l'autre. Alors, vous pouvez imaginer, voilà, il est mentionné entre Socho et Azeka. Alors voilà, c'est exactement, ça correspond à la description de ce lieu, et la bataille se fait dans la vallée, évidemment. Et le combat peut-être de David et Goliath aussi. Alors, il y a plusieurs, là je vous montre la ceinture de casemate de la muraille. Il y a deux façons de protéger une ville, ou bien vous faites une muraille d'un seul bloc, ou bien une muraille double, la muraille extérieure, le mur extérieur étant plus épais que celui de l'intérieur, et vous avez un espace vide qui est en fait utilisé par les maisons adjacentes. Et ça, c'est aussi très important parce que ça n'existe que dans le royaume de Judée. Voilà. Alors, ce royaume, enfin, cette ville fortifiée, a duré peut-être 20 ans, 30 ans, pas vraiment plus, parce qu'il n'y a pas eu de… Vous savez, quand vous habitez dans une maison, après 30 ans, par exemple, ou un peu plus, vous faites des transformations. Là, nous n'avons remarqué aucune transformation, c'est-à-dire que cette ville a été vraiment ça a été détruit assez rapidement, entre 20 et 30 ans, mais de façon massive. Et en fait, c'est comme si c'était un bon pays du royaume de Judée, puisqu'il suffit, je ne dirais pas de gratter le sol, mais de faire des fouilles rapides pour mettre à jour énormément de matériel. Et là, vous voyez par exemple une image avec toutes ces jarres ou cruches qui ont été brisées, et certaines sont tout à fait entières. Et nous avons trouvé de nombreux exemples de ces genres, d'autres céramiques, comme vous le voyez là, et puis aussi des objets en métal, en fer, ça c'est très important, en fer, en cuivre, en bronze, et là, ce sont des épées. Alors on peut rêver, on peut dire que c'est l'épée de David quand il a coupé la tête de Goliath. Et voilà, mais les deux choses les plus importantes qui ont été trouvées à Kayafa, ce sont cet ostracone, c'est-à-dire un morceau de poterie sur lequel on écrivait. Là, on va y revenir tout de suite. Et aussi un modèle de temple. Il y a eu plusieurs modèles de temple qui ont été trouvés. Qu'est-ce que j'appelle un modèle de temple? Il y a une espèce de boîte ouverte avec une porte souvent et qui est censée contenir quelque chose de divin, un objet ou bien une figurine. Et là, celui-là est tout à fait particulier. Nous allons y revenir bientôt. Alors maintenant, il y avait la datation, datation proposée par les minimalistes qui raccourcissent donc le royaume de au moins 100 à 200 ans. Mais le royaume de David commence en 1000 d'après nous. Et en fait, cette ville fortifiée, donc Kayafa, a été datée aussi
à peu près de l'an 1000, vous voyez, 1020 à 980 avant notre ère. Et elle était datée par des datations par le carbone 14, qui est une façon nous l'avons fait sur des noyaux d'olive qui ont été trouvés dans le site. Donc, on les a même coupés en deux et envoyés à deux laboratoires différents et nous avons reçu les mêmes résultats. Alors donc, nous pouvons dire que c'est une ville fortifiée du temps de David dans le royaume de Judée. Alors, maintenant, c'est le troisième paradigme. À qui appartient cette ville? Quels étaient ses habitants? Est-ce que c'était ces Philistins, des Cananéens, des gens qui venaient du nord, d'Israël? Enfin, tout a été envisagé. Et nous allons montrer par 5 points que, en fait, c'est une ville de Judée. Le planning de la ville, les habitudes alimentaires, l'administration et les textes écrits, et enfin le culte. Voilà, alors le planning urbain judéen, tout à fait typique, on ne trouve pas ce planning ailleurs. Comme je l'avais expliqué, les casemates font partie, les casemates appartiennent à l'État, si vous voulez. Et les maisons qui sont adjacentes et qui utilisent la partie interne de cette fortification mélangent un petit peu le privé et le public. Alors c'est un petit peu dangereux, mais voilà, en tout cas, nous allons le voir. Et vous voyez, ça c'est une des pièces qui ont été trouvées. Et vous voyez le mur extérieur de la fortification et le mur intérieur avec une fissure ici, enfin une entrée entre la maison et la partie intérieure. Donc, vous voyez ici et ici, donc chaque pièce là a accès à une pièce supplémentaire. Je ne sais pas ce qu'on y fait, on n'a pas, ou une pièce de rangement, ou une pièce où les enfants dormaient, enfin, tout est possible. Voilà, alors ce système-là n'existe que dans la Judée. Et on l'a identifié dans 6 sites. Alors, Tel El-Nazbé, par exemple, vous voyez ici et ici, vous avez ce système de casemate. Aussi à Beersheva, vous voyez là, et à Tel Bet Mirsim et d'autres. Alors, nous arrivons maintenant à la spécificité des habitudes alimentaires. Nous avons examiné des milliers d'os d'animaux et il n'y avait pas un seul os de porc. Alors que chez les Philistins, vous trouvez à peu près 20% dans leur alimentation, 20% d'os de porc. Et chez les Cananéens, 5%. Alors donc là, c'est absolument net, pas un seul os de porc. Une autre chose qui différencie la Judée d'autres parties des Cananéens et des Philistins, ce sont ces plats qui servent à préparer, qui ont à peu près 30 cm de diamètre et qui servent à préparer une pita sur le feu. Et pour que la pâte n'adhère pas, alors il y a ces incisions pour laisser entrer l'air et que la pita puisse se détacher de son moule. Alors ce plat-là a été trouvé en plusieurs exemplaires à Caiapha, mais c'est totalement inconnu chez les Philistins et les Cananéens. Et nous arrivons maintenant à l'administration. Est-ce qu'il y avait une administration, une présence d'administration à Caiapha? Eh bien oui, puisque nous avons trouvé plus de 600 anses de genre avec une empreinte de doigts. Alors, il peut y en avoir une, ou bien il peut y en avoir plusieurs, on peut en trouver 2 ou même 3. Alors, c'est peut-être pour différencier ce que contenaient les jarres, du vin, de l'huile d'olive, ou bien pour signaler d'où viennent la récolte.
Et nous voyons ici les jarres qui sont vraiment assez importantes. Et nous pensons que c'était un système fiscal. C'est le début du système fiscal en Judée. Comment est-ce que ça marche? C'est pour quand les citoyens dans un État doivent payer, heureusement ou malheureusement, un impôt. Alors, comment est-ce qu'on paye un impôt dans ce temps, au temps de David? Il n'y a pas de monnaie. La monnaie est inventée beaucoup plus tard. Alors, on peut payer, on peut contribuer à l'État en payant de sa personne, c'est-à-dire en travaillant pour l'État une certaine période de l'année, ou bien, si on est agriculteur, alors on peut donner une partie de sa récolte. Et alors, je pense que les employés de l'État ont distribué ces jarres marquées par le symbole de l'État et viennent de temps en temps ramasser une partie, prendre la taxe sur le revenu. Et s'ils trouvent des jarres qui sont non marquées, ça veut dire qu'on a triché. Alors déjà, on peut imaginer que certains paysans trichaient et avaient des genres non marqués. Voilà, et ça, cette tradition-là s'est maintenue. Le symbole marqué sur les genres a changé, mais au cours des années. Et cette tradition est seulement dans la Judée. Alors, c'est encore une preuve, si vous voulez, que nous nous trouvons bien dans un royaume en Judée. Alors maintenant, j'en arrive à cette inscription qui est fabuleuse parce que c'est 5, vous voyez, elle est cassée bien sûr, mais il y a à peu près 4 à 5 lignes de texte, plus ou moins lisibles. Alors là, vous voyez comme un renversé, c'est un aleph. C'est écrit, l'écriture est cananéenne, parce que l'écriture hébraïque apparaît un peu plus tard. Et elle est cananéenne, mais le langage est l'hébreu. Pourquoi? Parce que les premières lettres ici, c'est Altaas. Altaas, c'est ne fais pas. Et en cananéen, ça n'existe pas. Ça n'est pas une expression cananéenne. Donc, on retrouve des mots comme almanach, donc la veuve, l'orphelin, le pauvre. Et en fait, c'est très impressionnant parce que c'est un texte d'égalité qui promeut l'égalité sociale. On protège la veuve, l'orphelin et le pauvre. Et même Amos Oz a consacré, a parlé de cet ostracone dans un de ses livres et a donné plusieurs conférences seulement au sujet de cet ostracone. Il trouvait extraordinaire que nos ancêtres avaient été déjà des socialistes invétérés et protégeaient les pauvres. Voilà, il y a une autre inscription qui a été trouvée à Keyafa, une autre inscription sur une jarre, et voilà, il y a marqué Ishbal ben Bada. Et Ishbal est un qualificatif qui est mentionné 6 fois dans la Bible, mais au temps de David seulement. Alors au départ, vraiment on était assez excités parce qu'on a pu reconstituer le début de l'inscription qui était Ishbal, fils de. Et comme Ishbal, c'est aussi le prénom d'un des fils de Shaoul, on a pensé qu'on avait entre les mains une jarre du temps du fils de Shaoul. Mais non, on a gardé ça bien secret pendant une période et on a continué à ramasser les différents morceaux. Mais non, ce n'était pas le fils de Shaoul, c'est le fils d'un monsieur qui s'appelle Béda. Et donc, on ne sait pas exactement qui c'est. Et voilà, et alors, le Premier ministre Netanyahou a demandé au professeur Garfinkel
de lui amener immédiatement cette jarre. Et donc, vous voyez là Netanyahou avec le professeur Garfinkel et Sarganor qui a aussi mené les fouilles à Kayafa. Le bon côté de cette visite impromptue, si j'ose dire, c'est que le professeur Garfinkel a eu l'occasion de parler au Premier ministre en lui disant qu'il y avait un danger pour Kayafa, pour les ruines de Kayafa, puisque la mairie de Beth Shemesh est en train de construire des maisons tout autour et avait l'intention d'en construire à 50 mètres du site archéologique. Alors, ça a été, il y a une centaine d'appartements qui ont été annulés pour permettre, dans le futur, j'espère que ça va se passer réellement et rapidement, un parc archéologique qui va comprendre Essoro, Azeka et Kayafa, bien sûr. Voilà, alors ça, c'était le bon côté. Alors, donc, les minimalistes prétendent qu'il n'y a en Judée, on n'était pas du tout, il n'y avait pas de scribe qui pouvait écrire. Et ben, c'est faux, puisqu'en Judée, nous avons déjà 2 inscriptions à Québec et Yafa, l'Ostracon et la jarre. Et une autre inscription a été trouvée pas loin à Beth Shemesh et aussi à Jérusalem. Par contre, dans le royaume d'Israël, à la même époque, il n'y a aucune inscription. Alors, une autre question se pose. Est-ce que le combat de David et Goliath a eu lieu ou non? Et dans une conférence que j'ai entendue très dernièrement par un des minimalistes, eh bien, il dit absolument pas, puisque on parle dans la Bible d'une armure, et c'est totalement faux, puisque à cette époque, il n'y a pas d'armure de métal. Oui, d'accord, peut-être, mais même dans la période du bronze, et on a un exemple au musée d'Israël d'une armure, mais faite en lamelles de cuir. Et voilà, donc c'est pas un argument, c'est vraiment pas un argument. Si le combat existait, a eu lieu, oui ou non, c'est une autre histoire, mais en tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur un argument tel, et ça n'a pas de valeur. Alors, qu'en est-il du culte à Kayafa? Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est un culte monothéiste, nous n'avons trouvé aucune figurine, aucune déesse qui promote la fécondité ou les enfants. Voilà, alors il n'y a aucune, alors que dans les sites cananéens, vous trouvez des centaines de figurines, de déesses, et ce qui n'est pas le cas à Kayafa. Nous appellerons ça donc un culte sans image, un culte anachronique. Et voilà, nous avons trouvé donc, nous avons trouvé ce modèle de temple. Il y en avait aussi un autre et un autre aussi. Et ces modèles n'ont pas d'image. Celui-ci est en particulier extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, nous lui avons consacré un livre qui s'appelle le temple de Salomon et le palais. Remarquez, s'il vous plaît, qu'à l'entrée est entourée, si vous voulez, et décorée de plusieurs embrasures, vous voyez ici c'est ce qu'on appelle des portes en redans. C'est-à-dire que vous avez plusieurs cadres autour de la porte. Et ici, vous en avez 1, 2, 3 au minimum, si ce n'est pas 4. Et quand j'ai vu ce modèle de temple, j'ai couru, si on peut dire, au musée d'Israël et j'ai voulu vérifier
comment on décrit l'entrée du temple, du deuxième temple du temps d'Hérode, je sais, d'accord, mais comment le représente-t-on? Et effectivement, si vous allez au musée d'Israël et regardez le temple qui est représenté au temps d'Hérode, il a ses portes en redans. Il a exactement ses portes en redans. Alors ensuite, le deuxième stade, c'était de regarder dans la Bible. Et dans la Bible, on parle de mezuzot. Alors, ce ne sont pas les mezuzot, ce ne sont pas les petites boîtes que nous mettons devant l'entrée de nos maisons, mais ce sont les cadres autour de la porte, les encadrements de porte, les mezuzot. Et la Bible décrit 3 mezuzot pour le palais de Salomon, mais elle en décrit 4 à l'entrée du Echal et 5 à l'entrée du Kodesh HaKodashim. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une gradation dans la sainteté, si vous voulez, de ce symbole. 3 pour le palais de Salomon, mais 4 à l'entrée du temple et 5 à l'entrée du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la première fois où on a ce détail d'architecture dans le Levant. Et ce qui est aussi absolument remarquable, c'est que ce modèle de temple est totalement unique puisqu'il a été fait dans la pierre et il n'y en a aucun autre, as far as I know, pour autant que je sache, au monde, c'est vraiment le seul. Par rapport à celui-là, si vous voulez, qui est beaucoup plus petit, il a à peu près 10 cm de hauteur et il est fait en poterie. Et celui-ci a 35 cm. Il était coloré en rouge, qui est une couleur qui est traditionnellement couleur aussi dans le temple. Et c'est absolument fascinant parce que ça reproduit, si vous voulez, alors que dans aucun autre pays autour, nous avons ce phénomène-là. Eh bien, voilà, c'est la première fois qu'on trouve ça en Israël, où se trouve ce détail. Et il est reproduit, il est mentionné dans la Bible, dans la description du temple. Alors, aussi dans la description du temple, nous avons aussi des palmiers dans la décoration du temple. Et nous avons ici un autel qui est trouvé aussi à Caiaphas et qui a aussi ce détail de palmiers. Et aussi, encore une fois, cet encadrement en redans d'une sorte de porte. Alors, en plus de ce détail, nous avons, je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez ici, vous avez des pierres qui sont incisées de façon triple et qu'on qualifie de triglyphes. Alors, ces triglyphes symbolisent les poutres par 3 qui supportent le toit. Et il faut attendre 400 ans pour trouver ce même détail d'architecture dans l'architecture grecque, dans les temples. Donc, c'est la première fois qu'on rencontre en Israël ce détail d'architecture. Et ce n'est pas étonnant que, si vous voulez, il y a un passage dans la description du temple qui parle effectivement de ces triglyphes, mais qui n'a pas été, ce passage-là était tellement difficile à comprendre qu'il a été qualifié le passage le plus difficile de toute la Bible. Et le professeur Garfinkel a pu démontrer qu'on parle de triglyphes. Et donc, c'est la première fois, il était vraiment difficile pour les chercheurs d'identifier ça avec des triglyphes, puisqu'il n'y en avait pas, il n'y a pas d'autre exemple en Israël. Donc, vraiment, ça c'est absolument fantastique, parce qu'on a pu montrer que ce n'est pas un rêve. Si vous voulez, la description du temple correspond à des détails d'architecture qui existent au même moment, ou un peu avant même, à l'époque de David et pas de Salomon.
mais ça existait et nulle part ailleurs en Israël. Donc, je pense que c'est une preuve suffisante. Et sur ce sujet, nous n'avons reçu aucune critique, je le précise. Donc, ça montre bien que là, les millénaristes n'ont rien eu à dire, parce que c'est évident. Enfin, du moins, nous le pensons. Oui, alors, comme je l'ai dit, donc c'est un culte monothéiste, et puis il n'y a aucune figurine. Vous voyez, ça, ce sont des figurines de différentes époques et différents endroits. Vous voyez par exemple celle-ci qui a 2 enfants, qui garde 2 enfants près d'elle et qui est un symbole de fécondité. Alors, sur 60 pièces que nous avons mises en évidence dans les fouilles, il n'y a pas une seule figurine de déesse. Donc, je pense qu'on peut dire que là, c'est vraiment le début de, enfin peut-être pas le début, mais qu'à Kayafa, il y avait une société qui respectait, si vous voulez, un culte avec un seul Dieu et sans image. Alors nous avons publié ce livre, Salomon Temple and Palace, où nous expliquons tout ce qui a découlé de des découvertes faites à Kayafa. Oui, d'autres livres ont été publiés par le professeur Garfinkel et les autres chercheurs. In the Footsteps of King David, qui est un Bekvod David Amelech, Bemekaela, c'est un livre plutôt grand public, mais qui explique tout ce que je viens de vous raconter pratiquement. Ensuite, il y a eu tellement de critiques sur tous les plans. Donc, les élèves du professeur Garfinkel ont décidé de répondre à toutes ces critiques, une par une. Et donc, ils ont sorti un livre qui s'appelle Debating about Kayafa, a Fortified City in Judah, from the time of King David, où ils répondent point par point aux critiques. Et voilà, enfin, je ne sais pas si ça a convaincu l'autre côté. Maintenant, c'est bien beau d'avoir trouvé une ville du temps de David, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en trouver une autre? Et donc, c'était l'objet des fouilles qui ont suivi celle de Kayafa. À Kirbet El Rai se trouve à côté pas très loin de la Riche. Et vous voyez ici ces 2 endroits où les fouilles ont commencé. Et nous avons trouvé là le même genre de poterie qu'à Kayafa. Donc, nous avons pensé que si c'est le même style de poterie, alors il y a une espèce ça correspond, il y a une identification, donc c'est probablement de la même époque, donc celle de David. Alors, si vous vous rappelez l'histoire de David avec Gath, avec le roi des Philistins à Gath, quand David a eu des problèmes, des petits et grands problèmes avec le roi Shaoul, il s'est réfugié chez son ami, le roi des Philistins à Gath. Et il lui a demandé asile, mais au bout d'un moment, je crois que peut-être le roi de Gath en a eu un petit peu assez. Et donc, il a proposé à David, il lui a donné une autre ville. Et il a dit, écoute, il a dû lui dire, écoute, va, toi et tes soldats et ta famille, installe-toi, je te donne une ville. C'est une ville, en fait, philistine, des Philistins qui avait été détruite à un moment donné. Et donc, il l'a envoyé habiter là-bas. Et nous pensons qu'éventuellement, cette ville c'est le Siglag de la Bible, et où David est resté 1 an et demi. 1 an et demi seulement, puisque ensuite il est allé se faire couronner comme roi, donc à Hebron, où il est resté 7 ans et demi avant d'arriver à Jérusalem. Alors cette ville, donc,
Nous pensons que c'est une autre ville. En tout cas, ça date, c'est la même date que Caiapha. Si c'est Céglag ou non, ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors donc, je pense que vous êtes convaincus. Je ne sais pas s'il fallait vous convaincre, mais le roi David est en fait un personnage historique. Et donc, tout ce qu'on lui a reproché de ce royaume de Judée sous l'égide du roi David et de Salomon, nous avons donc démontré que cette ville fortifiée et bien planifiée, donc il y avait une direction, il y avait un royaume qui était capable de donner des ordres, de ramasser une administration, qui avait une administration, qui était capable de ramasser des impôts et qui avait des scribes qui étaient capables d'écrire. Et on voit là apparaître une nouvelle façon un nouveau culte, puisqu'il est anachronique, sans figurines, et avec une architecture de ces modèles de temple tout à fait spéciale. Alors là, je crois que bon, nous avons décidé que, j'espère que vous êtes convaincus que David a bien existé. Alors, pour revenir à la stratégie des minimalistes, le premier paradigme mythologique qu'il n'y avait pas David a été détruit par l'inscription de tel Dan. Ensuite, le paradigme de la chronologie basse par la datation de Khirvet Caiapha. Alors, ce n'est pas 900, mais c'est 1000. Et donc, le royaume de Judée a existé bien avant que ce que disent en 700. Donc, on refuse de penser qu'à peu près 100 ou 200 ans de notre histoire a été détruite. Et en 2008, donc, le paradigme avec Caiapha, qui habitait à Khirvet Caiapha, alors nous avons aussi démontré que ça n'était pas possible, que c'était philistin, et ni cananéen, ni du royaume de Shaoul. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter quelque chose d'assez amusant, enfin amusant ou triste. La première fois que le professeur Garfinkel a fait visiter, a invité tous les spécialistes dans ce domaine à visiter Caiapha, il leur a fait visiter, il leur a expliqué les donnants et voilà. Et le lendemain, un des minimalistes a écrit un article en démontrant que c'est, en pensant en tout cas, que c'était philistin. Quelques mois après, il a changé d'avis et il a écrit un autre article en disant que c'était cananéen. Et puis, il en a écrit encore un autre. Et puis, à la fin, il a dit que le dernier en date, c'était que bon, c'était un petit peu trop compliqué. Donc, voilà, il renonce à dire si c'est cananéen ou philistin. Voilà, on en est là. Vous voyez, c'est dramatique. Enfin, on peut enfin, si on est un petit peu, si on a le sens de l'humour, enfin, peut-être je n'ai pas le sens de l'humour. Quand il s'agit des minimalistes, je perds totalement mon sens de l'humour. Pas du tout. Vraiment, ça m'agace au plus haut point. Parce que c'est vraiment comme scientifique, on ne peut pas accepter. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors, de quand date la Bible? Ça aussi, pas ça aussi, c'est aussi le fondement des minimalistes. La Bible n'est qu'un ramassis de légendes. Et quand a été écrite la Bible pour les minimalistes, eh bien, la première fois où ils acceptent qu'il y a un livre écrit de la Bible, c'est au temps de Josia, qui était roi de Judée au 7e siècle avant notre ère. Et dans les deuxième roi 22, on rapporte la découverte d'un livre de loi dans le temple pendant les rénovations. Alors, vraiment, là, il faut vraiment essayer de ne pas s'énerver, parce qu'on dit que Josia, finalement, a fabriqué, a demandé aux scribes de sa cour d'écrire ce texte. Et donc, on a fait semblant de le découvrir dans le temple. Pourquoi? Pour des raisons politiques, pour affirmer son autorité.
Et donc, et seulement ce livre, pas la Torah. La Torah, bien sûr que non, puisque d'après eux, la Torah a été peut-être écrite à partir de 600 avant notre ère, même plus tard, peut-être 300 ans, 400 ans avant notre ère. Donc c'est beaucoup plus tard. Alors voilà, ça c'est déjà de grande date la Bible pour les manimistes. Et bien, alors maintenant nous allons aborder pourquoi les minimalistes, pourquoi moi j'essaye d'essayer de rentrer dans leur théorie et essayer de les comprendre, pourquoi et comment. Et dernièrement, j'ai écouté, par souci de précision, j'ai écouté une des conférences du professeur Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France. Alors, le Collège de France, c'est vraiment quelque chose d'assez sérieux, n'est-ce pas, en France? Et il dit au début de sa conférence, au tout début de sa conférence, il prévient le spectateur et il dit nous, au Collège de France, nous n'enseignons pas la vérité. Vous entendez bien, nous n'enseignons pas la vérité, nous enseignons des idées et puis nous voyons ce qui arrive. Et il définit ce qu'il faut en disant c'est le savoir en train de se faire. Enfin, je crois rêver. Alors maintenant, nous sommes confrontés seulement à des idées. Et puis, nous voyons ce qui arrive. Et c'est exactement ce qu'il faut. Et ils veulent réécrire la Bible, puisque c'est un livre de légende. Alors, vous savez, c'est comme un jeu de cartes. Alors, entre chaque donne, on remue, on bouge les cartes de nouveau, et voilà. Alors, Salomon a peut-être existé, mais 200 ou 300 ans plus tard, ainsi de suite. On détruit absolument, en fait, on détruit notre base, la base de notre passé. Si on peut plus croire du tout au texte biblique, d'après eux. C'est-à-dire que, alors, tous les personnages comme David et Salomon, ou bien n'ont pas existé, ou bien ce sont des chefs de tribu minimes. Et donc, ça déstabilise un peu, même beaucoup, l'enseignement de notre passé. Et pour laisser de la place à quoi? À une autre religion. C'est vraiment une religion, c'est avec des gourous. Alors, je trouve ça quand même légèrement dangereux. Tout ce que nous pouvons faire à l'Université de Jérusalem, avec le professeur Garfinkel, nous avons organisé un congrès spécialement, c'est le premier congrès international sur la Judée, pour bien montrer tout ce que la Judée a apporté au monde. Et puis, nous créons en ce moment un journal électronique qui sera le journal de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque. Parce qu'à Tel Aviv, vous avez un journal qui s'appelle Tel Aviv, où tout est publié, pour ceux qui croient à cette idée du minimalisme. Donc voilà, c'est ça que nous pouvons faire. Bon. Mais autrement, c'est assez inquiétant parce que, comment dirais-je, peut-être le droit à cette terre nous est discuté, puisque si nous ne sommes pas là par la volonté de Dieu, alors pourquoi est-ce que nous avons vraiment droit à cette terre? Et si le texte biblique est un conte, alors est-ce qu'il est logique de l'enseigner? Alors donc, dans les écoles, nous allons enseigner un livre de contes, de légendes. Je crois que le minimalisme, en fait, si on suit sa ligne de pensée, l'enseignement de la Bible serait tout à fait obsolète. Et je crois qu'il préférait avoir un État laïque, sans identité juive, puisque tout est fake news en quelque sorte, tout est faux. Et voilà, j'espère que je vous ai donné quelques arguments si jamais vous entendez
ou si vous lisez, surtout par exemple dans Haaretz, presque chaque semaine, vous avez un article qui démolit encore un passage de la Bible ou une idée qui se rapporte à la Bible, systématiquement. Alors, j'espère que je vous ai donné là des arguments, parce que, croyez-moi, j'ai essayé d'en parler, je ne savais pas où je mettais les pieds. On m'a fait taire 2 fois de suite, on m'a fait tout à fait, on m'a dit, taisez-vous, nous voulons rien entendre de plus. Je fais ça, on dit une seule phrase sur les minimalistes, eh bien non, ça c'était trop. C'est comme si vous vous adressez à des religieux fanatiques, c'est une nouvelle religion. Voilà, alors j'espère que cette religion va partir en fumée un jour. Voilà, c'est ça que je voudrais vous dire. Et donc, merci de votre attention. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment passionnant. Il y a beaucoup de commentaires, de réactions sur le chat. Vous êtes plus d'une centaine de personnes. On remercie bien sûr le docteur Madeleine et Midreshet Yehuda d'avoir eu cette idée fantastique. On va maintenant permettre aux gens, je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur le chat qui étaient liées à des photos qu'on a passées, etc. Moi, j'ai une question personnelle et après, on ouvrira les micros. Vous avez parlé du tri, etc., la trigolo, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Je n'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Ah, le okay. triglyphe. On n'a pas vraiment bien… Ok. Voilà. Oui, je voulais pas aller dans les détails, mais voilà, si vous le demandez. Alors, les poutres sont réunies par groupe de 3, pour soutenir le toit, n'est-ce pas? Et donc, si vous regardez la façade d'un bâtiment, alors vous avez ces 3 poutres, on peut voir ces 3 poutres. Et en principe, on les couvre dans l'architecture grecque, on les couvre par un symbole de ces 3 poutres, qui avec une pierre qui est divisée en 3. Voilà, et qui sont sous le toit. Et encore une fois, ça n'existe, il faut attendre 400 ans pour trouver un triglyphe quelque part dans le monde ancien. Voilà. Okay. Merci bien. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai écouté une conférence. Ah, pardon, je n'ai pas mis la vidéo. Voilà. J'ai écouté une conférence du professeur Garfinkel au Mahon Ben Tzvi, qui a repris effectivement tout ce que vous disiez. Oui. Mais ce qui m'a frappé. C'est moi qui ai repris ce qu'il dit. Ah, d'accord. Oui, oui. Oui, d'accord. Ce qui m'a frappé, c'est son trouble concernant le professeur Finkelstein. Et en particulier, vous avez dit, dans les années 90, David apparaissait comme un mythe. Ensuite, il y a eu Teldan. Finkelstein a dit que David, c'était devenu un chef bédouin. Ensuite, il y a eu Kefaya, et il ne savait plus trop quoi dire. Et donc, il était très, très troublé par ce manque de rigueur scientifique du professeur Finkelstein. Oui, absolument. Vous savez, moi, si demain on me dit non, c'est faux, nous avons des preuves scientifiques que Kayafa n'est pas ce que je viens de vous dire, moi je suis prête à changer d'avis. Mais comme scientifique, moi, je suis scandalisée par les idées. Alors on invente n'importe quoi. Ces gens-là s'assoient à leur bureau et puis ils inventent des idées, ils les mettent sur papier. Et finalement, les gens ont tendance à les croire, puisque d'abord, ils ont énormément leur réputation est immense, et ils reçoivent beaucoup de fonds de diverses universités ou divers donateurs, et donc ils ont beaucoup de force. Alors, bon, il faut attendre que ça se calme. On fait tout pour. Voilà. Merci. Merci. D'autres questions? On avait parlé de ce brûle-parfum avec les 2 boules, là, savoir ce que c'était. Alors, ce n'est pas un brûle-parfum, mais on se demande aussi ce que c'est, mais c'est un objet de culte
Ah. on trouve dans les endroits de culte, et probablement les gens buvaient en même temps, des deux côtés. Ah. C'était pour boire un liquide. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que le fait d'avoir découvert des preuves archéologiques sur les patriarches, par exemple, ou des histoires, enfin, ce qui est antérieur à David et au royaume de Judée et d'Israël, est-ce que ça ne permet pas de reconstituer une trame et conforme au récit biblique, ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucune trace de rien du tout dans notre histoire? Écoutez, en ce qui concerne la sortie d'Égypte, il paraît que, enfin, je ne suis pas spécialiste, vraiment, je me suis concentrée sur le royaume de Judée et sur l'époque du fer, mais il est difficile de prouver, si vous voulez, la sortie d'Égypte. Il n'y a aucune preuve scientifique. Oui, mais le Marpella, la grotte de Marpella, l'histoire d'Abraham et des patriarches, on n'a rien comme trace? Écoutez, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais enfin, hier une conférence sur la stèle de Merneptah, par exemple, qui était donc le fils de Ramsès II. Et c'est assez fascinant parce qu'on a une représentation, c'est nouveau, on a une représentation sur un des murs de Karnak sur les Hébreux de l'époque. Parce que la stèle de Merneptah dit qu'il s'est battu contre Israël et contre les Cananéens à l'époque, et en 1200 à peu près. Et on voit une représentation des Hébreux. Alors ça, c'est assez fascinant, mais bon, on a aussi des bas-reliefs de l'arche de Titus avec l'exode après la destruction du temple. Donc, s'il y a eu destruction, il y a bien eu construction. Ah ben, le temple d'Héron n'a pas été contesté, hein. Seulement par Arafat. C'est le premier temple qui est contesté. Oui, c'est ça, c'est le premier temple qui est contesté. C'est Salomon et le temple de Salomon, pas le deuxième. D'ailleurs, quand il y a eu les accords de paix à Camp David, n'est-ce pas? C'est marrant parce que ça s'appelle Camp David. Eh bien, Arafat a dit mais non, le temple d'Hérode n'a pas existé. Alors là, ils se sont fâchés, ils ont dit écoutez, nous sommes chrétiens, Jésus était dans le temple, donc le temple a existé. Alors bon, c'était le. Voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas, les archéologues travaillent et puis on trouvera d'autres preuves. Je voudrais relever que votre travail est tout à fait essentiel parce qu'au-delà de l'archéologie proprement dite, vous attestez du bon droit d'Israël à exister. En réalité, le travail de ces minimalistes qui ont commencé au Danemark, je ne connais pas ces gens, mais Finkelstein, j'en ai beaucoup entendu parler, sont des gens qui tendent à nier le droit d'exister d'Israël en tant qu'État juif. Et si on sape les bases historiques ou archéologiques de l'existence de cette nation, on sape le droit d'Israël d'exister. Donc votre travail d'archéologue est tout à fait essentiel et participe de la défense d'Israël. C'est ce que je voulais dire et je vous en remercie. Merci. La parole est à M. Trink. Olivier, si vous voulez mettre votre caméra, on vous donnera la parole après. M. Trink. Merci. Juste une question. N'y a-t-il pas le même débat concernant le roi Salomon, des éléments archéologiques concernant le roi Salomon? Oui, absolument. Dans la dernière conférence, il y a à peu près un mois ou deux, du professeur, je peux le citer puisque c'était dans sa conférence, le professeur Finkelstein, il dit, vous voyez, si vous ouvrez la Bible, alors vous voyez que Salomon, d'un côté, est un sage merveilleux, et puis immédiatement, on vous parle qu'il sacrifie à toutes sortes de déités et à l'autel d'autres dieux. Alors, ce n'est pas possible que ce soit le même personnage. Donc, ici, on a fait un petit mélange.
Donc, non, il faut voir la personnalité, le personnage de Salomon beaucoup plus tard, 200 ans plus tard peut-être. Donc, vous jouez, vous faites une donne nouvelle. Si vous jouez au bridge ou au verre, alors vous bougez les cartes de nouveau. Et voilà, Salomon se retrouve 200 ans plus tard, s'il se retrouve d'ailleurs. Alors, je trouve ça, enfin bon, totalement pas scientifique, enfin, c'est tout. C'est son argument. Enfin, disons probablement un de ses arguments, mais là, c'est le dernier que j'ai entendu. Merci. Olivier, vous voulez prendre la parole? Olivier, Raphaël? Bon, si… Non? Autre personne qui veut prendre la parole? Oui, je peux dire quelque chose. J'aimerais quelque chose. On peut dire quelque chose? Je voulais dire merci à Dr. Madeleine. C'était un grand plaisir de vous revoir après 30 ans. Quand on a fait la gymnastique ensemble à IMCA, c'était une très belle surprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais c'était vraiment formidable. Moi, je suis guide au musée d'Israël. J'ai quand même beaucoup appris de vous. Merci beaucoup, merci. Ouais. Enfin, c'était un plaisir de participer à cette conférence. Merci encore. Je peux vous poser une petite question? Oui, il y a encore des questions, Madeleine. Restez avec nous, il y a encore quelques-uns. Michel et après Suzy. Michel et Suzy. Alors, il y a un film qui est passé sur Arte, que certains ont peut-être dû voir, qui s'est passé, ça fait une dizaine de jours, une quinzaine de jours, sur les recherches des restes de l'Arche d'Alliance. Oui. Et donc, sur les fouilles qui ont été faites à Kiryat Shearim. Oui. Et donc, c'était très bien monté, bien sûr. Et bon, je n'ai pas le pouvoir critique pour critiquer ce qui Vous voulez très bien monter, mais vous êtes en train de faire monter ma température. Non, mais je sais bien, c'est pour ça. Ce film est un scandale. C'est un scandale. C'est un ramassis. C'est une insulte à l'intelligence des spectateurs. Voilà, donc c'est bien pour ça que j'en parle. C'est un vrai scandale. Parce que il a été très bien fait, il est très convaincant, mais tout est faux. Voilà. Tout est faux. On mène le spectateur par le bout du nez, d'une donnée à une autre donnée, comme si c'était des données scientifiques, et pas du tout. Pas du tout, si vous voulez, ça peut être le sujet d'une autre conférence. Je suis convaincu. En données, tout est faux. Je vous donnerai un petit exemple, par exemple. Vous voyez donc le professeur Thomas Römer, que j'ai cité dans cette conférence, et qui s'extasie sur une petite figurine, n'est-ce pas? En disant, voilà, ça prouve que Kiryat Yearim était un endroit de culte où était l'Arche d'Alliance. Mais pas du tout, cette tête de figurine, c'est une tête de figurine qui était par centaines à Jérusalem, pas du tout dans le royaume d'Israël, et qui symbolisait donc la déesse de la fécondité plus tard. Mais alors ça ne prouve rien du tout, parce que ces statuettes se trouvaient dans chaque maison pratiquement à Jérusalem. Et voilà, ça c'est un exemple, mais on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, la projection de ce film, moi j'ai eu la chance de le voir et maintenant de vous écouter, donc ça rétablit la réalité, mais ce qui est effectivement dommage, c'est que probablement beaucoup de gens, et y compris en Israël, puisqu'il y a eu une certaine publicité de bouche à oreille pour l'écouter. Mais oui, ça a été diffusé 3 fois. Ça a été diffusé 3 fois en Israël et maintenant, ça a été diffusé par Arte en français. Tout à fait. Oui, c'est une catastrophe parce qu'on vous fait croire ce qu'on veut. On vous mène en bateau. Voilà. Peut-être une autre conférence, si tu veux. Suzy, voilà. Une réaction. Je voulais juste vous dire, j'avais appris que sur les hiéroglyphes d'une des pyramides, il y avait le nom de Joseph écrit en caractères hiéroglyphiques. C'est vrai ou pas? Je n'ai pas très bien compris le nom de Joseph, où? Dans les hiéroglyphes égyptiennes. Ah, ça, je ne sais pas. Ah bon, je voulais juste savoir. Il ne s'appelait pas Joseph en Égypte. Non, justement, c'est par rapport à son équivalent de Joseph, je voulais dire. Non, écoutez, je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une question sur le chat qui nous parle du Golan. Qu'en est-il des fouilles du Golan, des vestiges de la forteresse du royaume de David?
Voilà. Au Golan, une forteresse du Oui, temps moi de non plus, je ne sais pas. Golan. Monique, Aucune dites-nous idée. de quel site vous voulez parler. Je ne le connais pas. Et Madeleine non plus. Non. OK. Olivier, vous voulez dire un mot? Et je voulais juste dire que les documentaires, le premier documentaire sur Arte était très intéressant, le deuxième était un peu contestable, c'est vrai, mais par rapport à ce qu'a dit un intervenant comme quoi le professeur Finkelstein nie totalement le fait qu'Israël est un État juif, c'est complètement faux. Simplement, ce qu'il dit dans son livre, il dit c'est qu'on ne peut pas justifier, en fait, légitimer Israël uniquement par la Bible, parce qu'on ne peut pas tout démontrer avec la Bible. Et d'ailleurs, l'intervenante l'a dit là, on n'a pas de preuves, par exemple, archéologiques de la sortie d'Égypte. On n'a pas de preuves archéologiques, scientifiques de certains événements dans la Bible. Donc, on ne peut pas justifier la Bible uniquement par l'archéologie. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas de légitimité. Il faut distinguer entre l'archéologie, d'une part, la recherche, et la légitimité politique. Donc, c'est complètement faux. Il faut distinguer les deux. C'est deux choses différentes. Le fait qu'on n'ait pas trouvé de traces archéologiques de la sortie d'Égypte ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. Mais on n'en a pas pour le moment. C'est tout. Oui, enfin, je voudrais quand même rectifier ce que vous venez de dire. Je n'ai jamais dit que le professeur Finkelstein est contre l'État juif. Je n'ai jamais dit ça. Non, il dit, par exemple, il dit dans l'émission qu'on a retrouvé une stèle, par exemple, en Égypte, où il y a une référence à Salomon. Donc, les archéologues, lorsqu'ils ont une preuve archéologique de l'existence d'un personnage biblique, ils le disent aussi. Oui, enfin… C'est moi qui ai dit tout à l'heure que le professeur Finkelstein a dit, mais je voudrais aussi vous rendre attentif que quand le professeur Zartal a découvert et prouvé, semblerait-il, quand même l'existence des autels au-dessus de Shrem, Finkelstein a parlé de la Bible comme étant un récit mythologique. Il y a eu une cabale à l'époque contre le professeur Zartal qui était extrêmement violente, et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Or, il a fait beaucoup progresser la recherche archéologique et la preuve archéologique. Ce que je disais simplement, bien sûr, peut-être mes propos étaient exagérés, mais ce genre de démarche qui tend à lisser, à limer la vérité archéologique a une finalité qui n'est pas saine, une finalité qui n'est pas correcte et qui cherche effectivement à délégitimer Israël. Ça, je le pense profondément. Ah, mais ça, moi, je voudrais dire un mot là-dessus, c'est évident. C'est quand même connu que l'autorité palestinienne, qui n'a pas d'argent pour élever le niveau de vie de sa population, a injecté des sommes considérables pour essayer de prouver que les Juifs n'ont rien à voir sur le mont du Temple. Ça, faut le savoir quand même. Oui. Que dire vous savez, on dit quand le Messie viendra, et il faut continuer, si on est en train de travailler, il faut continuer à travailler. Eh bien, je ne sais pas si le Messie est déjà là, mais moi, j'essaye chaque jour de travailler de façon de trouver des preuves scientifiques dans toutes mes recherches. J'essaye de voir ce que je peux faire sur ce sujet. Voilà, c'est tout, dans mon humble position. Merci beaucoup. Si on voudrait des ouvrages en hébreu sur le sujet, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, chez Sematsky, vous pouvez avoir le livre sur le livre du professeur Garfinkel, Beikvot de David Ameller, de Beimekaïla, et puis vous avez aussi le livre sur le temple de Salomon, qui est en hébreu, systématique. Et au musée. Toda Rabba, Mama. Merci à vous. Merci beaucoup.